Paragraphe 2, la procédure par défaut. Alors, cette procédure, c'est une procédure plus compliquée que la procédure contentieuse ordinaire normale. On suppose un défaut, une défaillance d'une partie. Et cette défaillance recouvre en réalité deux hypothèses qu'il faut distinguer. D'abord, on peut imaginer que malgré l'existence du litige, une partie ne comparaît pas. C'est la première hypothèse, le défaut faute de comparution. Deuxième hypothèse, on peut imaginer qu'une partie, et même les deux parties comparaissent, mais que l'une d'elles, ou bien les deux, s'abstiennent d'accomplir un ou plusieurs actes de la procédure. Dans un cas, l'organisation de la procédure peut paraître très entravée. Dans l'autre cas, on peut se dire qu'il ne faut pas sponsoriser, qu'il ne faut pas favoriser des manœuvres dilatoires. En réalité, ces deux hypothèses sont traitées de manière globale, en essayant de concilier deux impératifs qui sont des impératifs a priori contraires. D'abord, la première idée, c'est que la défaillance d'un plaideur ne doit pas empêcher la procédure de suivre son cours. Il faut que le jugement puisse intervenir, ne serait-ce que parce qu'il est un droit pour la partie qui comparaît. Deuxième hypothèse, il faut aussi que la défaillance ne soit pas trop radicalement sanctionnée au risque de mettre en péril les droits de la défense. Et en effet, le plaideur défaillant peut ne pas être fautif du tout. Et par conséquent, cette conciliation n'est pas facile à trouver, et les équilibres ont beaucoup changé au fil de l'histoire. En 1806, cette conciliation s'était faite dans un sens très favorable au défaillant. Celui-ci disposait systématiquement d'une voie de recours spécialement organisée pour l'hypothèse, c'est l'opposition. L'opposition qui va permettre d'obtenir un nouveau jugement devant le juge de première instance. C'est une voie de recours, rétractation, en somme que l'opposition. On comprend bien que ce système avait des inconvénients. C'est qu'il favorisait les manœuvres dilatoires. Il ne stimulait pas les initiatives, les ardeurs des parties. Et par conséquent, ce système n'est pas conforme aux vœux de célérité, dont on a bien compris qu'il imprime très fortement. Ça marque sur la procédure civile moderne. Et par conséquent, dans un souci effectivement de célérité, le Code de procédure civile, lui, a choisi d'autres équilibres. Il a beaucoup limité la voie de l'opposition. Dorénavant, le jugement rendu en cas de défaillance d'un plaideur ne sera plus toujours un jugement dit par défaut. Il pourra s'agir d'un jugement réputé contradictoire. Autrement dit, d'un jugement qui va être traité fictivement comme un jugement contradictoire dans un seul but en réalité, celui d'écarter la voie de l'opposition. C'est les articles 467 à 479 qui envisagent ces hypothèses. Distinguons donc nos deux hypothèses. Grand A, le défaut de comparution. Alors précisons tout d'abord que devant le tribunal de grande instance, le défaut de comparution, c'est nécessairement le défaut de comparution du défendeur. Et en effet, devant le tribunal de grande instance, la représentation est obligatoire et comparaître, c'est précisément constituer avocat. Or, on sait que l'avocat du demandeur doit être constitué dès l'acte introductif d'instance, dès son assignation. Et par conséquent, dès que le procès est engagé, c'est que par hypothèse. Le demandeur a constitué qu'il a comparu. C'est dire que la comparution qui fait défaut, ça ne peut être que la comparution du défendeur. Il reste que devant les autres juridictions, où la représentation n'est pas obligatoire, tribunal d'instance par exemple, le défaut de comparution, ce peut être aussi le défaut de comparution du demandeur. Et pour ne plus y revenir, je signalerai ici que lorsqu'il y a ainsi défaut de comparution du demandeur, la loi offre au fond deux solutions au juge. Soit il peut statuer au fond si le demandeur qui est comparant, le défendeur qui est comparant le requiert, et si le demandeur qui est défaillant n'a pas de motif légitime à faire valoir. Deuxième hypothèse, il se peut aussi que le juge, soit d'office, soit à la demande du défendeur, déclare caduque la demande, l'acte introductif d'instance. Et ainsi, l'instance s'effondrera. Pour ce qui concerne le TJ, pour y revenir, on envisage donc exclusivement le défaut de comparution du
défendeur. Et comme je l'expliquais à l'instant, ce défaut dans le vœu de la loi, dans le vœu du Code de procédure civile, ne doit pas paralyser l'instance suivie. Et par conséquent, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué. Sur le fond, nous apprend l'article 472, alinéa 1er. Le défaut de comparution n'empêche pas la justice de faire son œuvre. Simplement, le demandeur peut se désister de l'instance, puisque par hypothèse, eh bien, le défendeur n'a pas conclu. Il aurait fallu qu'il constitue pour cela, qu'il comparaisse. Et par conséquent, le désistement d'instance peut intervenir unilatéralement à l'initiative du demandeur. Mais si le demandeur ne se désiste pas, eh bien, le jugement interviendra normalement au fond. Simplement, si la citation n'a pas été délivrée à personne, eh bien, peut-être que le défendeur ignore en réalité le procès. Et pour lui donner une dernière chance de comparaître, eh bien, la loi prévoit dans ce cas que le juge peut décider soit d'office, soit à la demande du demandeur à l'instance, eh bien, la réitération de la citation initiale. Article 471 du Code de procédure civile. Quoi qu'il en soit, il y ait réitération de la citation ou non si le défendeur demeure défaillant, s'il ne comparaît pas. Dans quel sens le juge va-t-il statuer? Eh bien, le principe qui est suivi, c'est que le défaut de comparution peut être assimilé à un aveu de la part du défendeur. Et en conséquence, le juge n'accueillera pas nécessairement les prétentions du demandeur qui est seul comparant. Qu'il y ait ou non comparution du défendeur, le juge doit apprécier le mérite de la demande. Et c'est ce qui ressort clairement de l'article 472, alinéa 2. Le juge, est-il dit, ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Et par conséquent, ici, le juge se départit en quelque manière de son impartialité absolue. Il doit se mettre à la place du comparant pour apprécier si des fins de non-recevoir, si des exceptions de procédure, voire si défense au fond, eh bien, ne pourraient pas être opposées aux prétentions du demandeur. Quoi qu'il en soit, en logique, le jugement qui sera rendu dans ces circonstances devrait être systématiquement qualifié de jugement par défaut. Et dès lors, le défendeur bénéficierait, on l'a compris, d'une voie de recours spécifique, la voie de l'opposition. Mais j'ai dit aussi que le législateur moderne, modificateur, eh bien, ont voulu limiter autant que possible la voie de l'opposition pour éviter d'avoir à recommencer un procès sur ces bases. Et c'est ce qui a été fait par voie de disqualification du jugement. Certains jugements, qui devraient être en logique qualifiés de jugement par défaut, vont être réputés jugements contradictoires. Autrement dit, ce ne sont pas des jugements véritablement contradictoires, mais ils vont être traités fonctionnellement comme tels pour fermer précisément la voie de l'opposition. Concrètement, le jugement est réputé contradictoire dans deux cas. Premier cas, il est susceptible d'appel. Deuxième cas, nous dit la loi, si la citation a été délivrée à personne. A contrario, pour qu'un jugement soit donc rendu par défaut, et donc par voie de conséquence que l'opposition soit ouverte, il faut donc la réunion de deux conditions cumulatives. D'abord, il faut que le jugement ne soit pas susceptible d'appel. Et deuxièmement, il faut que la citation n'ait pas été délivrée à personne. Et c'est dire, finalement, que le domaine de l'opposition dans le système nouveau est fort réduit. Et son exclusion, dans le cas du jugement réputé contradictoire, se fonde en réalité sur deux justifications qui sont très différentes suivant les cas. Première justification, si le jugement est réputé contradictoire parce qu'il est susceptible d'appel, eh bien on estime dans ce cas-là qu'une voie de recours étant ouverte, l'appel, l'opposition est superflue. Il est bien vrai que l'appel va priver le défendeur non comparant du premier degré de juridiction, mais c'est ainsi, le vœu de célérité l'emporte sur les droits de défense. Deuxième justification, si maintenant la citation a été délivrée à personne,
Eh bien, la privation de l'opposition est fondée sur une idée sanctionnatrice. On suppose que le défendeur n'a pas d'excuse particulière puisqu'il a eu connaissance du procès, il devait comparaître s'il voulait défendre sa cause. Peu importe alors que l'appel soit ouvert ou non, même si l'appel est fermé, l'opposition l'est aussi, et de sorte que le défendeur pourra être privé, le cas échéant, du double degré de juridiction. Défaut de comparution, deuxième type de défaut, grand B, le défaut d'accomplissement des actes de la procédure. Alors il faut supposer ici qu'une partie, ou même les deux, n'a pas ou n'ont pas accompli les actes de procédure dans les délais qui sont impartis. Par exemple, elles n'ont pas respecté les injonctions du juge de la mise en état. Deux hypothèses là encore. Première hypothèse. Après avoir comparu, une partie a omis d'accomplir les actes de la procédure dans le délai requis. Mais dans ce cas, le juge va statuer par jugement contradictoire et il le fera au vu des éléments dont il dispose. On retrouve ici l'idée de sanction. Toutefois, si le défaut d'accomplissement des actes de la procédure émane du demandeur, eh bien le défendeur, plutôt que de laisser rendre contre lui un jugement contradictoire qui ne sera pas forcément dans son intérêt, eh bien peut demander au juge de déclarer caduque la citation et ainsi s'éteindra avec elle l'instance, le procès. Simplement, le juge n'est pas tenu de faire droit à cette demande. Si au contraire, le défaut d'accomplissement des actes de la procédure émane du défendeur, eh bien dans ce cas, les textes ne sont pas aussi explicites et il en ressort que le demandeur ne peut pas a priori se dégager de l'instance. Il ne peut en effet se désister une fois que le défendeur a conclu et il n'y a pas, dans notre hypothèse, de caducité sans texte. Et par conséquent, on ira au jugement dans cette hypothèse. Deuxième cas, les deux parties cette fois-ci, non plus une des parties seulement, mais les deux parties se sont abstenues d'accomplir les actes de la procédure. Et cela peut se produire dans certaines hypothèses, par exemple, si les parties ont décidé d'engager des négociations. Normalement, il faut en prévenir le juge, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans cette hypothèse, le tribunal n'a pas d'intérêt à voir son rôle encombré par des affaires qui ne viendraient jamais au jugement, pourrait décider de radier l'affaire, ce qui est une mesure d'administration judiciaire. C'est dire que l'affaire ne sera plus jamais appelée à l'audience. Simplement, comme il s'agit d'une mesure purement administrative, la citation conserve son efficacité interruptive de prescription. Et par conséquent, l'affaire pourrait être réenrôlée à l'initiative des parties. Voilà pour la procédure contentieuse ordinaire. Il faut maintenant envisager les procédures contentieuses spéciales, et c'est l'objet d'une sous-section deuxième. Alors on peut en signaler ici plusieurs, on ne les envisagera pas toutes. Ces procédures contentieuses spéciales peuvent au fond être rangées dans deux classes, dans deux catégories, dans deux groupes. D'abord, certaines procédures spéciales sont suivies devant le tribunal lui-même. C'est par exemple le cas de la procédure d'urgence à jour fixe, qui est une procédure par laquelle un plaideur peut être autorisé à assigner à une date rapprochée parce que la cause suppose d'être traitée de manière très urgente. Deuxième hypothèse, on peut envisager ici les procédures sur requête conjointe. On pourrait aussi envisager les procédures à juge unique. Faute de temps, on ne sera pas sur ces procédures, on se concentrera sur une deuxième catégorie de procédures contentieuses spéciales, les procédures présidentielles. Et les procédures présidentielles, ce sont les procédures de référé et les procédures d'ordonnance sur requête. Alors tout d'abord, paragraphe 1er, les procédures de référé. Et commençons grand A par quelques règles générales. D'abord, définition de l'ordonnance de référé. Article 484 du Code de procédure civile. L'ordonnance de référé, nous dit ce texte, est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie
L'autre appelé dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Alors, à lire cette disposition, on comprend que certains réflexes que l'on a souvent sont aujourd'hui malvenus, et notamment on a tendance à assimiler la procédure de référé, l'ordonnance de référé, à une procédure d'urgence, à une décision rendue parce qu'il y a une urgence à statuer. Alors c'est peut-être vrai, on le verra, mais on aura remarqué que l'article 484 ne fait plus aucune référence à ce caractère d'urgence. C'est que ce caractère qui était traditionnel en matière de référé n'est plus systématique aujourd'hui. Il existe à côté des référés d'urgence, des référés d'apparence. Manifestement, une mesure doit être prise. Elle est difficilement contestable, et par conséquent, on n'a pas besoin d'une urgence pour prendre cette mesure, elle pourra être prise en référé. Le premier caractère avéré de l'ordonnance de référé, ce n'est donc pas l'urgence, en vérité, c'est le caractère provisoire de la décision qui est rendue. La décision est rendue en référé par un juge qui n'est pas saisi du principal. Cela signifie que le juge des référés ne vient pas trancher le litige au fond. Et par conséquent, la décision qui va être rendue en référé n'a pas d'autorité de la chose jugée au fond, au principal. Alors sans doute, pour exercer ses pouvoirs, pour prendre les mesures qui lui sont demandées de prendre, le juge des référés va devoir porter un regard sur le fond du litige. Pour prendre une mesure, parfois, la loi impose au juge des référés qui vérifie que cette mesure peut être prise en vertu d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable. Eh bien, il faudra que le juge se prononce sur le caractère sérieux ou non des contestations qui pourront être apportées par la partie adverse, qui se prononce ainsi sur le fond. Mais il n'aura pas tranché le litige. Il se sera simplement demandé si les conditions de son référé sont réunies, s'il a le pouvoir de prendre la mesure tranchée. Dans une certaine mesure, factuellement, le juge des référés aura ainsi préjugé le principal, mais juridiquement. Il n'aura absolument pas tranché ce principal, la décision qu'il aura prise n'aura aucune espèce d'autorité sur le juge qui sera saisi du principal et qui aura toute liberté pour trancher le litige dans un sens ou l'autre, quitte à contredire les appréciations du juge des référés. En droit, juridiquement, l'ordonnance de référé n'a jamais autorité de chose jugée au principal, elle est purement provisoire, provisoire de droit. Cela ne veut pas dire que, factuellement d'ailleurs, la décision du juge des référés n'ait pas d'incidence sur le fond. Il est même possible que le juge des référés prenne des mesures qui seront des mesures irréversibles. Il n'empêche que juridiquement, il n'aura jamais tranché le fond. Au fond, la seule autorité de chose jugée, il existe bien une autorité de chose jugée attachée aux décisions de référé, c'est une autorité de chose jugée elle-même provisoire. Et ce qui le signifie, c'est que le juge des référés ne peut reprendre sa décision qu'en cas de circonstances nouvelles. À défaut de circonstances nouvelles, la décision qui a été rendue en référé s'impose au juge des référés. Elle a autorité de chose jugée, au provisoire. Deuxième caractère avéré et essentiel de la procédure de référé, la procédure de référé, c'est une procédure contradictoire. Et c'est ce caractère qui distingue fondamentalement la juridiction des référés de la juridiction des ordonnances sur requête. La juridiction présidentielle peut en effet, on y reviendra, prendre des ordonnances unilatéralement, à certaines conditions, lorsqu'il y a un impératif qui commande de ne pas respecter le contradictoire. Les mesures qui pourraient être prises en référé pourront l'être de manière unilatérale par une procédure d'ordonnance sur requête. On aura écarté le principe du contradictoire, mais là où le référé et l'ordonnance sur requête se rejoignent, c'est dans le caractère provisoire. Ces décisions sont des décisions provisoires de droit. Alors cette juridiction des référés a pris dans la procédure contemporaine une très grande importance, notamment parce que les décisions à intervenir sur le fond demandent souvent beaucoup de temps du fait de l'engorgement des juridictions. Et le référé apparaît souvent comme une voie qui est une voie plus rapide pour aller à une décision, sans doute provisoire, mais une décision qui factuellement
satisfait le demandeur et qui peut-être ne sera pas contesté, ne sera pas remis en cause, qui pourrait même vider dans les faits, non pas en droit, mais dans les faits, le litige. Quoi qu'il en soit, cette juridiction des référés est organisée devant la plupart des juridictions et en particulier devant le tribunal de grande instance. Alors, c'est devant le tribunal de grande instance qu'on étudiera la procédure des référés. Disons que la procédure qui est suivie, que ce soit d'ailleurs devant le tribunal de grande instance ou ailleurs, c'est une procédure qui est suivie devant le président de la juridiction. Ce n'est pas le tribunal qui va statuer collégialement, c'est le président qui va statuer en référé, avec une exception d'ailleurs, mais c'est dû au paritarisme qui est suivi devant le conseil de prud'homme pour cette juridiction. Quant à la compétence, aussi bien la compétence territoriale d'ailleurs que la compétence matérielle du président de la juridiction, elle est calquée en tout point sur celle du tribunal auquel il appartient, dont il est au fond une sorte d'émanation. Et il en résulte ainsi que la compétence en référé du président du tribunal de grande instance, c'est une compétence qui est une compétence de droit commun. Le tribunal de grande instance est juge de droit commun. Et par conséquent, dans toutes les matières où la loi n'a pas prévu de compétences particulières pour statuer en référé, c'est au juge du tribunal de grande instance qu'il appartiendra de statuer en référé. C'est l'article 810 qui envisage ce caractère de compétence de droit commun de la juridiction présidentielle du tribunal de grande instance. Cela dit, à l'audience, le président va entendre les parties qui pourront ou non d'ailleurs être représentées et il rendra sa décision en principe sur le champ. Toutefois, dans les faits, souvent, le président ne rendra sa décision qu'après quelques jours, quelques semaines, parfois même quelques mois, dans les juridictions les plus encombrées. Ceci étant dit, le juge, quand il va rendre cette décision, le président, ne rendra encore une fois qu'une décision ordonnant une mesure. Il n'aura absolument pas tranché un litige, même au provisoire. Il reste que, parfois, on demande trop au juge des référés des mesures qui excèdent ses pouvoirs. Et si le juge des référés estime qu'il n'y a pas lieu à référer parce que les conditions ne sont pas réunies, il devra refuser de prendre cette mesure. Si d'aventure il prenait cette mesure, il ne s'agirait pas d'une incompétence, il s'agirait d'un dépassement de pouvoir qui serait sanctionné comme tel. Remarquons sur cette question que dans le Code de procédure civile, une passerelle a été organisée pour l'hypothèse précisément où le juge des référés estime qu'il n'a pas le pouvoir de rendre la décision qui lui est demandée, mais où il estime que l'urgence est telle qu'il faut renvoyer directement à la formation de jugement. Cette possibilité existe, elle est organisée à l'article 788 du Code. Enfin, avant d'envisager les différentes espèces de référés, signalons la décision de référé, c'est une décision qui est exécutoire de droit, à titre provisoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre l'expiration des voies de recours, qui sont d'ailleurs ouvertes contre les décisions de référé, expiration de l'appel spécialement, pour pouvoir mettre à exécution la mesure qui a été sollicitée. La décision de référé est exécutoire à titre provisoire de droit. Et elle peut même être exécutée au seul vu de la minute, c'est-à-dire sans qu'il soit besoin de signifier préalablement la décision. Il reste, et j'en terminerai par là, il reste que l'ordonnance de référé est susceptible d'appel ou bien d'opposition, suivant les cas, mais dans des délais qui sont des délais très raccourcis. Un délai de 15 jours est ouvert par l'article 490 du Code de procédure civile.